Un autre qui est un capteur, disons, passif pour temps de vol, c'est le GPS. On le réfère maintenant un peu plus sur son acronyme, le GNSS, Global Navigation Satellite System, puisque GPS, essentiellement, c'est le système américain. Et aujourd'hui, on est rendu avec les Russes, les Européens. Donc, les Russes, c'est GLONASS, les Européens, c'est Galileo. Et les Chinois, j'ai oublié, c'est Bae quelque chose, il me semble. J'ai oublié le nom du système de navigation par satellite. Donc, c'est intéressant qu'on commence à avoir une bonne constellation de satellites pour nous donner des signaux de positionnement. Mais à l'origine, donc, le GPS, ce sont des satellites qui se promènent à une altitude de 20 000 km, une bonne trentaine pour avoir une couverture planétaire. Et chaque satellite est équipé d'une horloge atomique, ce qui était quand même assez révolutionnaire lorsqu'ils les ont lancés. Les horloges atomiques, c'est ce qu'on retrouve dans les laboratoires. Là, on va faire un instrument de mesure complexe, le mettre dans un satellite et le placer en orbite, ce qui signifie qu'il va y avoir 0 techniciens qui ont accès à l'équipement. Donc, c'est quand même en soi une merveille technologique d'avoir ces horloges atomiques-là. Donc, ces horloges très précises. Ce qu'elles vont faire, elles vont diffuser, dans le fond, l'heure sur leur horloge atomique. Et aussi, ils vont diffuser leur position dans le ciel en disant, moi, je suis rendu à telle position dans le ciel. Et on va avoir un récepteur sur Terre. Le récepteur, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir de 4 satellites, et en faisant ce qu'on appelle de la trilatération, il va être capable d'estimer sa position. Baidu, merci. Baidu, c'est le système chinois. Donc, à partir de ces informations-là des satellites, il va être capable de faire de la trilatération. Essentiellement, c'est l'intersection de contraintes. Donc, si j'ai un satellite, puis je peux mesurer le temps de vol, là, donc, ça veut dire que je peux estimer ma distance par rapport à un satellite. Ça veut dire qu'en 3 dimensions, je suis situé sur une sphère d'un rayon R par rapport au satellite. Donc, ça, c'est un satellite. Si je rajoute un deuxième, donc ça va avoir une deuxième contrainte, ça va être une deuxième sphère. Donc, l'intersection de 2 sphères, ça va être quoi? Ça va être un cercle. Si je prends un troisième satellite, donc je vais avoir une troisième sphère. Donc, l'intersection d'un cercle avec une sphère, ça va donner 2 points. Et mon quatrième satellite va me permettre de me dire lequel des 2 points sur lequel je suis situé. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de 4 satellites pour avoir un estimé qui est unique. Plus vous rajoutez de satellites visibles, plus vous avez d'informations. Ce qui va arriver, c'est que la grosseur de votre imprécision va diminuer puisque vous avez accès à plus de contraintes. Donc, ça va passer, vous faites un moindre carré pour trouver, dans le fond, l'endroit qui minimise, dans le fond, la distance par rapport à toutes les positions des sphères. La fréquence de positionnement elle est relativement lente pour un véhicule qui se déplace. C'est entre 1 et 2 Hertz. Aussi, on utilise des signaux des satellites, donc ça implique qu'il faut être capable d'avoir une bonne vue sur les satellites, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, lorsque vous êtes dans un centre-ville avec les édifices, on appelle ça l'effet de canyon urbain, ben, le bout du ciel que vous voyez, il est très, très, très étroit. Okay? Pire encore, ce qui peut arriver, c'est que vous avez des effets de multipath où vous allez avoir un signal d'un satellite qui va rebondir sur un édifice, sur le deuxième, le troisième, quatrième, et arriver vers vous, ce qui va donner, dans le fond, une impression que le satellite est plus loin que prévu, que réel. Donc, c'est vraiment problématique à ce niveau-là. Aussi, donc, les mines, il n'y a pas de GPS. Les édifices, dans les édifices, il n'y a pas de GPS. Il y avait d'ailleurs une question à un moment donné en conférence, pourquoi les gens n'utilisent pas le GPS pour localiser les robots sur la planète Mars. La personne a dit c'est parce qu'il n'y a pas de satellite GPS autour de Mars. On peut imaginer qu'un jour, la NASA va peut-être en installer. Au niveau de la précision, c'est une précision dans le GPS vanille, c'est autour de 10 à 100 mètres de précision. On voit ici les sources d'erreur. Donc, l'ionosphère, 4 mètres de source d'erreur. Les horloges elles-mêmes, 2,1 mètres. L'éphéméris, qui, je me souviens bien, c'est le calendrier de la position des satellites qui a des petites incertitudes. La troposphère, le récepteur, la question du multipath. Notez aussi que on l'oublie parce que ça fait tellement longtemps. C'est le président Bill Clinton qui avait... Certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés à l'époque de Bill Clinton. À l'époque, GPS, c'est un système militaire. Et
ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils encryptaient les derniers bits de, de, de position là, pour le temps de vol, ce qui fait que ils pouvaient artificiellement augmenter l'imprécision. Donc, au début, lorsque le GPS était relâché, les récepteurs civils avaient une précision autour de 100 mètres. Les récepteurs militaires avaient une précision de l'ordre de 10 mètres parce que les autres avaient les clés de décryption pour aller chercher les derniers bits. Puis éventuellement, le potentiel commercial du GPS était rendu tellement fort que Bill Clinton a passé par a changé la loi, a dit maintenant on va décrypter les derniers bits en gardant l'autorisation de réencrypter les bits si besoin est. Mais ça fait quand même presque 20 ans que maintenant le signal GPS n'est plus encrypté là, au niveau des Américains. Et de toute façon, les compétiteurs, Galileo, tout ça, ne vont pas encrypter non plus leurs bits. Donc, plusieurs questions aux commentaires dans le chat. Donc, peut-être Tesla compte faire la même chose avec les Starlink de SpaceX. Excellent commentaire. Surtout que Elon Musk, ses compagnies ont tendance à prévoir 3 coups à l'avance. Donc, effectivement, peut-être qu'ils vont être capables d'offrir un système de localisation beaucoup plus précis avec Starlink. J'en ne serais pas surpris, puisqu'il est c'est des compagnies qui sont très prévoyantes d'avance, les ensembles des compagnies de Elon Musk. Les météos impactés, oui. La météo solaire impacte beaucoup parce que la météo solaire, les éruptions solaires vont venir jouer beaucoup dans l'ionosphère. Donc, c'est non seulement la météo sur Terre, mais la météo sur le Soleil va venir impacter les performances du GPS. De quelle manière les satellites déterminent eux-mêmes leur position? Je pense qu'elles sont précalculées d'avance. C'est-à-dire qu'un corps dans l'espace, il n'y a pas de friction. La gravité est relativement uniforme, où les déformations gravitationnelles sont connues autour de la Terre. Donc, c'est très facile de prévoir la trajectoire d'un satellite à plusieurs heures à l'avance. Et sur Terre, je pense qu'ils ont des radars qui viennent prendre des mesures pour corriger l'estimé. Et dans l'ensemble, lorsque vous avez une trajectoire balistique et qu'il n'y a pas de perturbation, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de perturbation dans l'espace, là, essentiellement, là, ben, c'est des trajectoires qui sont très, 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 très lisses, très, très droites. Donc, on peut les prévoir quand même relativement bien. Comme je vous dis, il y a sûrement des systèmes de correction avec des stations terrestres pour venir les réajuster. Mais tout ce qui est dans l'espace, là, les sondes spatiales qu'on envoie, là, même si on a des mesures bruitées, parce qu'on peut faire beaucoup de moyen-âge, on est capable de finir par raffiner la position très, très précisément. C'est combiné des données des stations météo? Je ne pense pas. Pour la correction, on va le voir un peu plus tard. On va utiliser des GPS qui va mesurer lui-même directement c'est quoi l'erreur dans le GPS. Ça se peut, oui. Donc, un élément déclencheur pour la libéralisation du GPS, donc un accident d'avion, ça se peut très bien. Ça ferait du sens parce que les avions, pendant longtemps, ils avaient été interdits d'utiliser le GPS parce qu'on s'entend que si l'armée réencrypte les GPS, tous les pilotes doivent être capables de naviguer leur avion sans GPS. Donc, souvent, on évite de. Tout comme, par exemple, tous les bateaux de toutes les marines du monde utilisent, oui, des systèmes de localisation par satellite, mais aussi ils ont des officiers à bord ou des sous-officiers qui sont capables de positionner des bateaux à l'aide des étoiles, des sextants et compagnie, parce que si jamais il y a une guerre qui inclut la destruction des satellites, les gens doivent être capables de se localiser à l'aide de sextants. Donc, ils le font à tous les jours, comme s'il n'y avait pas de GPS pour être toujours très, très frais en mémoire comment se localiser à partir des étoiles. Donc, peut-être que les satellites se corrigent entre eux. Ils n'ont pas à passer les signaux par l'atmosphère. Effectivement, peut-être aussi qu'ils peuvent se corriger entre eux. 200 000 km me semble beaucoup comparé à d'autres choses qu'on met en orbite. C'est beaucoup et c'est peu parce qu'une orbite géostationnaire, c'est 30. Donc, géostationnaire, c'est-à-dire que le satellite tourne à la même vitesse que la rotation de la Terre. Alors, géostationnaire, c'est 38 000 km, je me souviens bien. Elon Musk, satellite, c'est autour de la centaine de kilomètres, là. Donc, 20 000, c'est un entre-deux. Donc, ça permet d'avoir des satellites qui se déplacent lentement dans le ciel, par exemple. Puis aussi d'avoir une bonne couverture, parce que si le satellite est très, très proche, la couverture va être mauvaise, alors que s'il est loin, elle est bonne. On ne veut pas du géostationnaire parce que sinon, le satellite est immobile, puis la couverture va être comme soit très bonne à certains endroits, puis moins bonne à d'autres, mais c'est comme toujours fixe. Notez aussi une des raisons pourquoi les Starlink, c'est à basse altitude. C'est une question de délai.
à 20 000 km, on tombe à peu près un délai de peut-être aller-retour. Ça nous donne donc à peu près, ça nous donne à peu près 200 millisecondes. 200 millisecondes, ça veut dire que tous les gens qui font des gamers, c'est fini. 200 millisecondes, vous ne pouvez pas gagner un jeu. Au niveau de la parole, la limite acceptable pour un système de télécommunication là, des deux côtés, là, c'est à peu près 300-400 millisecondes, puisque passer 300 millisecondes, 400 millisecondes, les gens ont tendance à parler un par-dessus l'autre parce qu'ils ne savent pas quand l'autre arrêter de parler. Donc, c'est problématique pour les communications orales. C'est pas agréable, alors que le très basse altitude a l'avantage d'être capable d'avoir un délai très faible. Par contre, on a besoin de plus de ce délai pour faire la couverture. Voilà. Donc, c'était tout ce que vous avez jamais voulu savoir sur les orbites sans jamais oser le demander. Donc, le DGPS, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de l'influence de l'ionosphère sur les erreurs. Et c'est important. L'ionosphère, là, je ne suis pas un spécialiste, là, mais imaginez ça comme une espèce de grosse mer visqueuse ionisée. Ce n'est pas quelque chose qui fluctue très rapidement. C'est quelque chose qui fluctue là, vraiment là, en fonction de demi-heure, heure, ainsi de suite. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'erreur, c'est souvent des erreurs systématiques qui vont se rajouter sur un GPS. Là. Donc, ça veut dire que c'est une erreur qui va, comme, si vous voulez, se déplacer là, de l'ordre de très, très lentement. Là. Sur 3-4 heures, le billet va passer de peut-être 10 mètres d'un bord à peut-être 7 mètres, puis après ça, 4 mètres. Donc, c'est quelque chose qui fluctue très, très, très lentement. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire qu'on peut donc corriger ce biais-là si on peut le mesurer. Puis, il y avait justement des gens qui disaient, ben, station météo, tout ça. Donc, le DGPS qu'on va voir, c'est une station fixe. Et c'est une station qui est fixe, mais aussi qui est connue. La position, elle est connue. Là. Il y a un arpenteur qui est passé, par exemple, là, puis qui a dit ça, c'est la telle position. Comme par exemple, sur le complexe G à Québec, qui est l'édifice le plus élevé, ben, il y a une antenne justement fixe des GPS qui va être utilisée pour envoyer les facteurs de correction à d'autres antennes, par exemple. Donc, notre récepteur fixe, lui, va prendre des mesures avec les satellites. Si la mesure avec les satellites lui dit qu'il est situé ici, ben, on peut nécessairement trouver c'est quoi l'écart entre la valeur estimée via le satellite et la valeur réelle. Donc, c'est un vecteur, si vous voulez, un vecteur de correction. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est pour une borne mobile qui est équipée d'une antenne, non pas pour le signal GPS ici, ben oui, il va y avoir une antenne pour le GPS, mais aussi une antenne pour recevoir un signal de correction qui provient d'une antenne fixe. Donc, l'antenne fixe va diffuser le facteur de correction en disant, en ce moment, voici le facteur de correction à appliquer sur votre mesure GPS. Et donc, on applique le facteur de correction, ce qui vient donc raffiner l'estimé de la position de mon GPS à l'aide d'un GPS. Donc, la précision d'une approche comme ça, là, on va tomber maintenant dans l'ordre du décimètre, parce qu'il reste quand même encore du bruit là, dans tous ces systèmes-là. Aussi, c'est intéressant, cette correction-là peut se faire aussi hors ligne, c'est-à-dire que dans le fond, comme les signaux GPS et des horloges atomiques, essentiellement, ce que vous avez, c'est des accès à des horloges atomiques. Donc, d'ailleurs, en passant, vous pouvez acheter des clés USB pour les ordinateurs pour, si vous voulez vous voulez synchroniser l'horloge de votre ordinateur sur une horloge atomique, ben, un signal GPS, c'est très bon pour ça. Vous pouvez vous synchroniser là-dessus. Donc, parfois, les gens utilisent ça pour synchroniser les ordinateurs sur des grands espaces de grande distance. Et ce que ça veut dire, donc, c'est que si je ramasse des données GPS, j'ai aussi l'heure à laquelle on a été ramassés. Puis, dans le fond, on peut envoyer ce fichier-là à un service que les autres vont dire, ben moi, j'ai la table de correction en fonction des heures. Puis je vais appliquer les corrections à ton fichier, puis après ça, on le retourne. Donc, il y a des services d'abonnement même qui permettent de corriger la position estimée par des appareils mobiles comme ça. Il existe aussi une approche qui s'appelle le Real-Time Kinematics, qui est une approche raffinée des GPS. Et là, on retombe dans les mesures de phase. On avait parlé un petit peu tout à l'heure pour les mesures de distance. Donc là, la mesure de phase qui, comme je disais, ça fait relativement bien.
Donc, vous avez votre satellite ici, donc le Global Navigation Satellite System, qui est la version générique là, qui englobe tous les autres systèmes de localisation nationaux. Et vous allez là, il y a ce qu'on appelle une porteuse dans le langage. Là. Donc, j'ai une fréquence de base sur laquelle l'information va transiter. Là. On fait varier peut-être la porteuse un peu, par exemple. Mais cette porteuse-là, donc, a une longueur d'onde de 19 cm. Et si je peux mesurer donc la phase de ce signal-là, je peux savoir à l'intérieur de ce 19 cm-là où est-ce que je me situe. OK? Puis assez précisément. Donc, ce qui veut dire qu'en théorie, je peux avoir une précision de l'ordre du centimètre. Donc, encore là, j'ai une station de base qui, encore là, a une référence connue. Elle-même va mesurer la phase, puis va transmettre cette information-là via son propre canal de communication. Notez ici qu'il y a un petit défi, puis on en avait parlé précédemment, de dire que oui, je peux mesurer ma phase entre mes pi et pi, mais là, si j'ai 3 pi, c'est la même chose que pi, puis si j'ai 5 pi, c'est la même chose que 3 pi, qui est la même chose que 1 pi. Donc, effectivement, il y a un problème de repliement de la phase. Donc, les récepteurs ici doivent estimer le nombre de ces sauts-là de phase. Puis lorsqu'ils l'ont bien estimé, donc le nombre de sauts de phase entre eux-mêmes et la station de base. Et après ça, lorsqu'ils ont trouvé ce nombre de sauts de phase-là, après ça, ils vont faire le tracking de la phase. Okay? C'est quand même assez complexe. C'est pas, et parfois, ils peuvent faire une erreur qui font une erreur, donc ils se sont trompés de un ou deux sauts de phase. Là. C'est pas parfait. Mais dans l'ensemble, dans les systèmes, maintenant qu'on a, là, les systèmes modernes, on peut espérer avoir une précision de l'ordre de 2 cm. Ce qui fait que c'est clairement, j'en avais parlé la semaine passée, là, pour les machines agricoles, c'est parfait. Parce que j'ai besoin d'avoir une vue, disons, idéale de mes satellites. Dès que j'ai des obstacles, par exemple un mur qui frappe et qui envoie une réflexion, mais là, mesurer la phase sur une réflexion, ça va donner des mesures d'informations erronées. Donc, c'est utilisé, oui, dans les champs ouverts. Pour les véhicules autonomes, on ne les utilise pas. C'est trop dangereux, soit parce que l'environnement pourrait venir faire des interférences ou, comme je vous disais, il y a quand même le problème d'estimation du saut de phase là, qui pourrait être problématique. L'autre aspect, hein, on en avait parlé tout à l'heure, les gens disaient, oui, mais est-ce que je peux hacker les signaux des voitures? Ça se vend, des émetteurs GPS illégaux pour être capable non pas brouiller les ondes GPS, mais pour envoyer des faux signaux GPS pour justement être capable de venir induire en erreur des récepteurs. Donc, clairement, si on se fie sur le GPS pour positionner un véhicule, imaginez le problème que ça pourrait causer d'avoir une personne qui arrive avec un sac à dos avec un émetteur GPS qui place ça proche d'une route, puis on l'allume d'un coup sec, toutes les voitures se tassent de 5 mètres. Ça serait problématique. Donc, c'est utilisé pour avoir une localisation grossière du véhicule, mais pas pour se localiser là, dans l'instant présent. Là. Quand je dis localisation grossière, imaginez que vous allumez votre voiture, puis la voiture autonome utilise une carte 3D de l'environnement. Bien, il va prendre le signal GPS pour dire ben, donne-moi la carte de la région ici, puis je vais me placer grossièrement sur la carte, puis à partir de mes mesures actuelles, je vais venir raffiner ma position. Donc, ça va donner, comme je dis, une mesure grossière qui va être raffinée par un autre capteur. Puis le véhicule va dire parfait, je sais où je suis, là, je peux commencer à rouler. Oui, le GPS, ce sont des signaux radio qui sont émis par tous les satellites. C'est bon? Si vous voulez en savoir plus sur le GPS, et en passant, il y a des cours en géomatique qui vont vous faire là, tout le B.A.-bas du GPS. Nous, c'est vraiment on en parle pour vous donner des limitations, parce que c'est souvent la question qu'on se pose, pourquoi on n'utilise pas le GPS en conduite autonome? Ben, c'est pas si évident. Donc, allons-y maintenant pour les capteurs inertiels. Les capteurs inertiels vont nous permettre de mesurer l'accélération d'un système. Je l'ai mis en rouge ici. Donc, qu'est-ce qu'une accélération? C'est un changement temporel d'un vecteur vitesse. Et là, souvent, on pense à accélération linéaire, mais en fait, dans le fond, quand on dérive un vecteur, il y a deux choses qui peuvent changer. Hein? Donc, qu'est-ce qui peut changer? Soit la magnitude de la vitesse, en quel cas, c'est une accélération linéaire, ou c'est la direction du vecteur qui change. Et là, c'est quoi la direction? Dans le fond, c'est une rotation. Donc,
nos capteurs inertiels vont nous servir à mesurer soit des changements d'accélération linéaire, soit des changements de direction d'un véhicule. Et est-ce que donc, question sur le signal GPS encore, est-ce que la météo affecte ces signaux radio-là? La réponse, c'est oui. Mais c'est surtout au niveau de l'ionosphère que ça change. L'ionosphère étant légèrement conductrice, ionosphère parce que c'est de l'atmosphère ionisée. Mais ça dépend beaucoup de la radiation solaire. Par exemple, ça explique pourquoi la radio FM, on l'entend plus loin la nuit, si je me souviens bien, que le jour. Parce que le soleil est derrière la Terre, il y a moins d'interférence entre les radiations du soleil et l'ionosphère. Il y a une espèce de jeu qui se joue entre les deux, là. Donc oui, il y a un impact, je vous dis, météo solaire très, très important. Mais terrestre, je voudrais peut-être un peu moins parce que il peut avoir une atténuation du signal, mais pas une perturbation parce que la neige n'est pas conducteur vraiment, la pluie non plus. C'est vraiment l'ionosphère qui est très épaisse, qui est conductrice, qui, elle, peut vraiment venir, je pense, affecter plus le signal du GPS. Donc, rappelez-vous ça. Inertiel, ça va être accélération et rotation. Toujours dans notre bon vieux principe de transduction, comment est-ce qu'on fait pour mesurer une accélération? C'est pas des fils dans les airs électriques qui viennent mesurer des choses, là. Ça va être un système mécanique masse-ressort essentiellement qu'on utilise pour mesurer les accélérations. Donc, vous avez ce qu'on appelle le châssis, là, qui peut être un boîtier quelconque. Vous allez avoir un ressort avec une constante de Hooke K. Et vous allez avoir une masse ici, M. Et lorsque le système va être accéléré, hein, comme quand on a une voiture, on va caler dans le siège. Donc, ce qui va arriver, c'est que la masse va venir comprimer le ressort. Et donc, il va y avoir un déplacement ici linéaire de la masse qui va être proportionnel à l'accélération dans cette direction-là. Donc, si on fait les équations rapidement, la force d'un ressort, c'est moins la constante de Hooke fois l'écrasement du ressort. Au niveau de l'accélération, la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc, les deux, on les met. La force de la masse et la force du ressort doivent être en équilibre lorsque la masse cesse de se déplacer. Donc, lorsque l'accélération on l'a atteinte. Donc, ça veut dire que les deux côtés de l'équation sont identiques. Mais en bout de ligne, la variation X ici, elle est proportionnelle à quoi? Donc, à la masse M ici. Elle est inversement proportionnelle à la constante du ressort ici. Donc, plus le ressort est mou, plus la masse va se déplacer. Et elle est linéaire en fonction de l'accélération. Donc, c'est intéressant ici. J'ai un capteur qui va une transduction, donc qui va passer d'une accélération vers un déplacement de façon linéaire. Donc, ça, on aime ça. On a un capteur dont la transduction, elle est linéaire. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mesurer le déplacement de cette masse-là et ça va donner, dans le fond, un estimé de l'accélération. Ce qui est populaire maintenant, parce on peut réaliser ça avec des systèmes mécaniques, des masses, des ressorts, disons, macroscopiques. Mais ce qui est vraiment incroyable maintenant, c'est qu'on fait ça avec des systèmes qui sont microscopiques. Donc, vous avez ici une vue par un microscope électronique, là. Donc, vous voyez ici l'écart entre deux tiges ici, on parle de 1 micromètre. Donc, c'est tout gravé dans du silicium. Donc, ce qui est génial, c'est que vous faites non seulement votre système de mesure mécanique sur du silicium, mais en plus, le circuit électronique qui vient lire ça aussi, il va être fait sur du silicium. Et ce qu'on voit donc ici dans cette... on a la même vue ici que ceci, mais tournée de 90 degrés. Donc, on a notre masse ici qui est juste une plaquette de silicium qui a été gravée. On a donc les languettes ici qui font office de ressort. Et après ça, vous avez cet empilement ici, là, horizontal, là, dans le fond, de plaquettes, on va dire verticales, OK? Et dans le fond, ce que c'est ici, ça va être ce qu'on appelle un condensateur. OK? Donc, quand la masse se déplace, donc vous voyez ici, cette plaquette-là ici va se rapprocher de celle-ci et va s'éloigner de celle-là. Donc, ça fait un condensateur. Donc, c'est deux plaques qui sont parallèles. Si vous vous rappelez dans vos cours de physique électrique, là, dans le fond, ça forme un condensateur. Puis, si je rapproche les plaques, ben, la capacitance va augmenter. Puis, si j'éloigne les plaques, la capacitance va diminuer. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient mesurer la capacitance
et on en met un paquet en parallèle parce que si vous vous rappelez, quand on met des condensateurs en parallèle, on additionne la capacitance. Donc, je viens augmenter la force du signal de capacitance. Donc, en mesurant la capacitance ici, je viens mesurer le déplacement linéaire de la masse. Puis le déplacement linéaire de la masse me donne une mesure de la vitesse, de l'accélération du système. Et tout ça, c'est réalisé sur les circuits intégrés. Donc, maintenant, on peut acheter des accéléromètres qui coûtent quelques sous. D'ailleurs, dans votre téléphone cellulaire, vous avez justement des accéléromètres là, sur les 3 axes X, Y, Z. Donc, c'est merveilleux. Ça coûte pas cher. C'est quoi il y a sûrement un problème hein, quand ça coûte pas cher. Je le dis tout le temps, moins on paye cher, moins bon ça va être. Donc, effectivement, c'est des capteurs qui sont quand même moins précis qu'un capteur mécanique là, fait avec précision. Donc, principalement, il va y avoir des décalages, donc ce qu'on appelle un offset, donc c'est-à-dire la pièce au repos va vous dire qu'une légère accélération. Okay. D'où provient ce décalage-là? Ça peut être au niveau électrique, peut-être que c'est au niveau de l'amplification. Ici, il y a tout un amplificateur qui va utiliser quelque part pour venir mesurer cette capacitance-là. Donc, il peut y avoir un biais au niveau de mon circuit électrique. Peut-être au niveau mécanique, il y a peut-être un petit peu de friction sur la plaque, ce qui fait qu'elle reste collée peut-être à certains endroits qui va donner l'impression qu'il y a une accélération. Donc, ça peut être de la friction. Peut-être qu'un léger défaut de fabrication, là, on s'entend, là, ça, c'est pas machiné avec des usines, là, c'est pas ça des photos photographiques. Là. Ça se peut qu'il y ait peut-être une tige ici qui soit légèrement incurvée par rapport à l'autre, ce qui fait que ça va pousser la masse d'un côté. Ça peut être les conditions d'opération, le voltage à l'entrée, la température. La force de faire des cycles d'allumage et de fermeture du circuit, ça se peut que ça vienne un petit peu changer les choses. Donc, en bout de ligne, c'est des systèmes qu'il faut étalonner, donc calibrer, si on va avoir une bonne utilisation. Donc, vous avez ici du manufacturier, la distribution des billets. Ils ont pris, dans le fond, un lot qui était fabriqué. Ils ont pris des pièces au hasard. Ils ont mesuré c'est quoi le billet qui sortait de ces pièces-là. On voit une distribution, sans grande surprise, une distribution qui est normale, gaussienne. On voit qu'elle est centrée à peu près à 25 milligés, avec un écart type de peut-être à peu près 50 milligés. Donc, ça, donc, on voit que ici, la pièce a tendance, en général, à avoir quand elle sort de l'usine, ils ont tendance à avoir peut-être un biais légèrement positif. Ce qui vient encore complexifier les choses, encore plus complexifier les choses, c'est que ce biais-là n'est pas stable. Il va changer, par exemple, en fonction de la température. Donc ici, chaque ligne représente, chaque couleur représente une composante physique. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont soumis à un cycle de réchauffement et refroidissement. Okay? C'est pour ça que la ligne, elle est double ici, là. Et ils ont mesuré c'est quoi le biais en fonction de la température. Et ce qu'on voit, c'est que le biais change en fonction de la température de la pièce. Et la pente, ou si vous voulez, la forme de ce changement de biais-là est différent d'une composante à l'autre. Et je rappelle, c'est la même, c'est quand vous allez sur le site web, c'est le même numéro de pièce. C'est juste que chaque pièce, quand on fait un procédé de fabrication par semi-conducteur, il y a une partie aléatoire là-dedans. Là. Chaque pièce va avoir sa propre personnalité. Et on la voit ici au niveau des courbes de température biais. Donc, si votre pièce change de température, si vous avez un robot mobile, vous êtes dans votre laboratoire à 22 degrés Celsius, vous allumez ça, vous dites, je fais mes tests, je calibre, il n'y a pas de problème, vous sortez de dehors à moins 30. Et par exemple, vous étiez ici, là à moins 30, vous voyez, on est rendu ici. Que vous avez accumulé le biais que vous avez étalonné. Par exemple, ici, à 20, le biais, c'est de moins 50, donc vous rajoutez plus 50 milligés, ce qui fait que ça ramène la courbe ici. Ben là, ça refroidit, ben là, oups, j'ai un biais qui vient d'apparaître. La pièce se réchauffe parce que vous êtes au soleil ou que vous avez l'ordinateur qui est à côté de votre accéléromètre. L'ordinateur, en ce moment, mange 1,3 million de points par seconde, donc il chauffe, fait chauffer l'accéléromètre, donc le biais change. Donc, constamment, notre biais est appelé à changer dans notre pièce. Fort heureusement, en général, cette courbe-là n'a pas tendance à trop changer au fil des mois et des années. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut l'étalonner en laboratoire. Donc, ce que ça prend un four spécial qui nous permet d'ajuster la température de la pièce au degré près. Puis, on vient faire cette courbe-là. Puis, dans le fond, on va rajouter cette courbe-là dans
une procédure de calibration online. Puis, la plupart de ces chips-là vont venir avec un thermomètre intégré au circuit intégré. On vient lire la température du chip. On va voir la table de correction et on vient corriger le biais en fonction de la température. Si vous n'avez pas ce four-là, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez une pièce calibrée. Et donc, ta pièce, au lieu de vous coûter 1 $, va vous coûter peut-être 45 $ parce qu'il y a une compagnie qui va l'avoir calibrée pour vous. Va dire, voici, pour telle pièce, tel numéro de série, voici la table de calibration de la température. Puis vous devez l'inclure dans le fond si vous voulez éliminer ce biais-là. Donc, vous voyez ici un petit peu le travail de moine là, qui se fait, là, de penser à tout ce qui peut arriver à mon capteur pour être capable d'estimer les biais et tout ça. Pourquoi j'en parle autant du biais dans le cas de l'accéléromètre? C'est parce qu'il y a un phénomène important ici. Donc, mon capteur me donne des mesures d'accélération, mais ce qui m'intéresse, c'est des mesures de position. Hein. Puis pour avoir la position, je dois faire l'intégrale double de l'accélération. Et ce qui va arriver, c'est que si j'ai un petit biais, quand j'intègre une constante que j'intègre doublement, maintenant, ça devient l'écart de position va croître au carré du temps. Donc, ça va avoir un impact majeur. Donc, par exemple, si j'ai la gravité, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Si j'ai 50 milligé de biais, ça me donne 0,49 mètres par seconde carré de biais. Donc, si on met ça dans une courbe ici, là, en fonction du temps, en dedans d'une demi-seconde, il n'y a pas de problème. J'ai accumulé une erreur d'estimé de position qui est de l'ordre de peut-être quelques centimètres. Mais rendu à 4 secondes, vous voyez, je suis déjà rendu à presque 4 mètres d'erreur. Donc, si je mets un accéléromètre sur un robot mobile, puis je décide d'utiliser l'accéléromètre pour estimer la position du robot, 4 mètres, c'est la taille d'une pièce normale. Ça veut dire qu'après 4 secondes, le robot ne sait plus ce qui est situé dans la pièce, essentiellement. On le voit bien ici, là, ça fait mal de croissance quadratique. Vous voyez ici, après 10 secondes, j'ai une erreur de 24 mètres. Après une journée, je suis rendu à 5 fois la distance Terre-Lune en termes d'erreur d'estimé. Donc, c'est essentiellement pas utilisable à longue échelle de temps. C'est seulement utilisable à très, très courte échelle de temps. Donc, on le voit ici dans les différents grades des accéléromètres. Hein. Je parlais de signes de dollar. Plus on paye cher, mieux ça va être. Par exemple, pour l'industrie automobile, donc les billets acceptables, on va dire c'est 125 milligés. Ça peut être des accéléromètres plus pour détecter les collisions ou les freinages subis. Donc, on voit que l'erreur du positionnement, si je me fiais seulement à l'accéléromètre, après une seconde, on parle ici donc de 620 mm, donc presque 1 mètre. Puis après une heure, là, c'est irréaliste. Là, on est rendu au rayon de la Terre. Là. De grade industriel, donc c'est 3 milligés. Donc, ça veut dire qu'après, par exemple, 10 secondes, on est rendu à 1,5 mètre d'erreur, ce qui est déjà nettement meilleur que le grade ici. Le grade tactique, hein, ça, c'est lorsqu'on veut placer ça sur un missile. On voit ici, donc, c'est le biais acceptable, c'est 0,3 milligés. Donc, on voit ici, après une heure, une erreur de 19 km. On s'entend, si c'est placé sur un missile ou un ogive, puis la durée de vol de votre missile, c'est 60 secondes, vous voyez, l'erreur est de 5,3 mètres. Ça peut être suffisant. Vous avez à l'extrême ici des grades de type navigation. Ça, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les sous-marins nucléaires, où, dans le fond, ils ne veulent pas utiliser ils ne peuvent pas utiliser le GPS parce qu'ils sont sous l'eau. Ils ne veulent pas utiliser leur sonar pour ne pas être détectés. Donc, ils doivent utiliser des capteurs le plus passifs possible. Et on voit ici quand même, donc après une heure, l'erreur n'est que de 1,6 km pour ce type d'accéléromètre-là. Probablement l'unité de mesure ou l'unité composée la plus ésotérique que vous allez jamais rencontrer dans votre vie. Donc, c'est l'unité de $ mètre cube kilogramme watt. Pourquoi? Parce que souvent, il y a une relation d'inverse. Plus un capteur est petit, moins il sera précis. Et plus il est gros, plus il sera précis. Okay, donc, c'est le côté kilogramme ici, mètre cube. Ça vient un peu englober ça. Aussi, plus le capteur est gros, souvent, c'est des capteurs qui vont consommer plus d'électricité, donc le watt. Et notre signe de dollar qui réapparaît ici. Donc, il va coûter aussi plus cher à construire. Donc, on le voit ici. Donc, cette unité ici de $ mètre cube kilogramme watt. Et le temps que ça prend pour avoir une erreur de 10 mètres.
Donc, on voit ici pour les accéléromètres de type MEMS là, qu'on a dans nos cellulaires, là, que ça prend peut-être de l'ordre de 20 secondes. C'est une échelle ici qui est logarithmique pour se perdre. Si se perdre, c'est 20, c'est 20, c'est 10 mètres. Et à mesure qu'on change de technologie, comme ici, c'est probablement soit des gyroscopes accéléromètres mécaniques ou des MEMS, mais très calibrés et choisis à la main. On s'entend, quand je parle de choisir, si vous êtes une compagnie qui fabrique des unités, ce que vous faites, vous allez voir Analog Devices, vous leur dites, moi, je vais t'en commander 10 000, puis je vais te garder les meilleurs. Par exemple, on le voit ici, que la courbe en ficha, la courbe, elle est plate. Oui, 2 minutes, Augustin, OK? Donc, vous avez la courbe ici. Ils vont préférer prendre les accéléromètres qui ont des meilleures caractéristiques, par exemple. Ils ont le choix. Il y en a commandé 10 000. Puis, ils vont retourner 99 %. Ils vont payer plus cher aussi pour ces accéléromètres. Donc, ça peut être ces trucs-là ici. Puis on arrive ici, des trucs là, qui vont utiliser, par exemple, des gyroscopes optiques. Là, je vais en parler des gyroscopes là, pour avoir, dans le fond, des dérives beaucoup plus lentes.